Plaçons-nous maintenant à une échelle nationale, et plus particulièrement avec le rôle des acteurs politiques pour saisir ce qui motive leur action au-delà des enjeux locaux. On peut se demander en quoi ces acteurs vont-ils être enclins à encourager le projet ou tout du moins à ne pas l'empêcher ou le ralentir. La politique libérale menée depuis les années 90 au Pérou peut l'expliquer. Les gouvernements successifs de partis différents ont lourdement investi dans le secteur minier, entraînant des taux de croissance à deux chiffres. Pourquoi changer ce qui a marché, peut-on se demander. Le secteur minier a toujours été une source de revenus car les entreprises engagent des travailleurs locaux. Les salaires représentent donc une source de revenus pour les ménages péruviens qui consomment et cela profite à toute l'économie, mais aussi à l'entreprise, souvent étrangère, qui vient exploiter les ressources et les utiliser à des fins de commerce international, et aussi l'État, car l'exploitation des ressources demande des impôts et honoraires à l'entreprise exploitante. Le gouvernement en place est soumis au Congrès, qui est mené par l'opposition, et notamment Keiko Fujimori, dans la lignée de son père, l'ancien président Alberto Fujimori, ayant contribué à l'essor du secteur minier. Aussi, les lobbies du secteur sont très puissants et peuvent empêcher des politiques en faveur de l'environnement. Toutefois, les acteurs politiques peuvent aussi être susceptibles de ne pas soutenir le projet et prendre l'indéfense d'intérêts locaux. En effet, le président en place, Martin Vizcarra, est atypique. Si l'on observe son parcours personnel, il a défendu les populations locales face à l'exploitation minière d'une entreprise anglo-américaine qui polluait les ressources en eau. Aussi, son arrivée au pouvoir est marquée par la destitution de l'ancien président Kuczynski pour corruption. Vizcarra a donc fait de la corruption son cheval de bataille avec des réformes constitutionnelles approuvées par référendum le 9 décembre 2018. En combattant la corruption des anciens dirigeants, il combat aussi les liens de ceux-ci avec les entreprises et donc peut être moins enclin à autoriser des exploitations au détriment de l'environnement. Le secteur est de moins en moins rentable, mais surtout inégalitaire. Les ressources ne sont pas distribuées aux plus pauvres, ce thème a d'ailleurs marqué les dernières élections présidentielles de 2016, et face à la baisse des prix dans le secteur, la question de la rentabilité se pose et les dirigeants cherchent de nouvelles sources d'énergie, comme le solaire, dont les coûts de mise en œuvre diminuent. Les politiques récentes témoignent de ce besoin de préservation de l'environnement, que ce soit avec l'accord passé entre le gouvernement et Plateau Énergie pour protéger les ressources naturelles, ou avec la première loi climatique d'envergure lancée en avril 2018 pour réduire les gaz à effet de serre et augmenter la part des énergies renouvelables dans la production énergétique. Le ministre de l'Énergie et des Mines a d'ailleurs signé le 5 décembre un accord avec l'Alliance solaire internationale pour se tourner vers l'énergie solaire, dont les coûts diminuent. Ainsi, il souhaite alimenter toute la population d'électricité. Mais alors, quel cadre légal pour accompagner le projet? Les entreprises étrangères sont soumises aux mêmes règles que les entreprises nationales, ce qui témoigne d'un laisser-faire important. Il n'y a pas de quota particulier pour les entreprises étrangères, malgré les impôts, elles peuvent facilement exploiter les ressources et s'en servir pour commercer avec les entreprises européennes ou américaines demandeuses en lithium. Ainsi, les acteurs politiques au pouvoir sont assez originaux. On observe les premières politiques climatiques, la volonté de se centrer sur le solaire. Mais malgré cela, il existe de forts lobbies, une opposition encore puissante et un cadre légal assez souple qui facilitera le projet.